Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 47, on parle de musique. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité est dans la nouveauté. Nouvel album, nouvelle tournée, nouveau bébé. Comment fait-il pour se ressourcer? Il tourne la porte du 414 rue Père-Grenier. Étienne Drapeau est avec nous. Bonjour Étienne. Hey, j'adore cette intro-là, c'est très poétique. Oui, ben je l'ai fait justement rimer parce que ton nouvel album, ton 10e en carrière, 414 rue Père-Grenier, qui est ton adresse d'enfance. Oui. Je me demande à un certain moment donné, quand tu as créé cet album-là, est-ce que ton fils était sur le bord de naître ou il était dans les cartons? Ben oui, c'est ça, comme on dit. J'ai été dans le début de l'écriture de l'album quand ma conjointe est tombée enceinte. Et je m'étais curieusement replongé dans toute l'œuvre de Félix Leclerc. Oui. J'avais envie d'un album Retour aux sources. C'était mon 10e, puis je voulais quelque chose de tout autour de cet album-là, de cette période-ci de ma vie est très symbolique. Tu sais, je te dis, je te parle de Félix Leclerc, mais justement... Ton fils s'appelle Félix? Mon fils s'appelle Félix. Donc, c'est ça, je me suis replongé là-dedans. Je voulais retourner aux sources, retourner à quelque chose de très québécois dans mes racines. Il y a toute une envie avec un 10e album qui est une étape importante dans une vie, avec un fils qui arrive. C'est comme un moment charnière dans ma vie où je dis, je veux retourner à qui je suis, à mes racines, au 414 rue Père-Grenier, qui est l'adresse où j'ai grandi dans un petit quartier ouvrier de Saint-Sauveur à Basseville-le-Québec, qui était un quartier pas riche. Donc, mes valeurs, mon éducation, mes racines. Il y a une chanson qui s'appelle Dans ce pays, qui parle du pays, de la culture, de l'identité, de la langue française, qui me tient tellement à cœur. Donc, puis même la tournée, je te dirais, la tournée Drapeau, une guitare, un piano, est très chansonnée parce que c'est ma première tournée en 22 ans. Je suis seul à la guitare, au piano et l'harmonica. Fait que il y a tout quelque chose de nouveau, là, de nouveau, tu sais, bébé, nouveau. Tu sais, on dit souvent, l'album, c'est un nouveau bébé, un enfant. Et de retour aux sources et à mon enfance dans cet album-là, ce concept-là. Oui. Le chiffre 10 est très important. C'est ton 10e album, mais non seulement tu es né un 10 janvier, c'est vrai ça. Ton fils est né un 10 novembre, et, comme tout est dans tout, on tourne cette entrevue le 10 avril. Qu'est-ce que le chiffre 10? On va faire un peu de numérologie. J'adore ça, je connais pas ça. Tu connais ça? Pas du tout. Okay. Mais qu'est-ce que, justement, le 10, est-ce que c'est un chiffre rond? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important de dire, bon, OK, on arrive à une étape 10, c'est vraiment une grosse étape dans la carrière d'un chanteur? Je connais pas beaucoup la numérologie, moi non plus, mais on va faire du symbolisme. Le 10, c'est aussi un X en chiffre romain. Absolument. Donc, être sur son X. Hey, toi puis moi, là, on est de même. On se comprend, ça marche. Écoute, c'est drôle parce que la première fois que tu me fais réaliser ça, je savais que mon fils était né la même journée que moi, mais j'y avais pas repensé depuis peut-être sa naissance, ou ça fait longtemps que je n'y ai pas pensé. Oui, c'est vrai, 10e album, mon fils est né le 10, je suis né le 10. Et 10e album, c'est un X, fait que peut-être que je suis sur mon X. Tu sais. Sur son X, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire nécessairement être au top de sa carrière ou être au moment où tu vends le plus d'albums ou le plus de choses. J'ai toujours eu une belle carrière, j'ai toujours été quand même très choyé, mais c'est peut-être aussi être sur son X au niveau humain, savoir où on est, avoir des accomplis. Tu sais, je voulais fonder une famille. Pour moi, la famille est très importante. Ça transparaît aussi dans l'album 414 rue Père-Grenier. Il y a une chanson qui, évidemment, c'est pour mon enfant, qui s'appelle Mon enfant. La chanson 414 rue Père-Grenier qui parle de mon enfance, reparle beaucoup de mes parents, de mon éducation, des valeurs qui m'ont transmises, que j'ai été élevé dans une petite maison pleine de courage, mais qui valait davantage que tous les châteaux du monde entier. Donc, peut-être d'être rendu à avoir un enfant, d'être rendu dans un point où je devais devenir un passeur, où j'ai la moitié de ma vie de fait. Il y a peut-être tout ça qui est très important. Et oui, pour répondre à ta question, un 10e album, il y a quelque chose de spécial. C'est pas le 7e, c'est pas le 3e. C'est pas je sais pas pourquoi le chiffre est important, mais le 10e est important. Donc, ça pouvait pas être un album comme les autres. Il fallait qu'il y ait une symbolique, il fallait qu'il y ait une profondeur, une raison à cet album-là, comme le nom que j'ai donné à mon fils. C'est niaiseux, mais je voulais pas lui donner un nom. Je voulais pas l'appeler n'importe quoi pour aucune raison. Donc, pour moi, je me disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus symbolique que d'appeler mon fils le nom de mon plus grand poète québécois préféré, le père de la chanson québécoise, et aussi en latin, Félix, c'est la racine latine du mot heureux. En espagnol, Feliz, Feliz Navidad, joyeux Noël, heureux Noël. Absolument. Donc, moi, j'étais un passionné de culture latine. Je parle bien on espagnol. On le sait, évidemment. Ta carrière t'a amené là aussi. Oui, c'est ça. Donc, le nom Félix avait cette double connotation-là que je trouvais intéressante. En parlant de livres, eh bien, tu as sorti des livres sur le bonheur. Et c'est drôle, je le feuilletais. C'est
très court comme chapitre. Ouais. C'est 2-3 pages maximum par chapitre. Parce que le bonheur, ça a l'air facile pour toi. Est-ce que ça l'a toujours été? Je pense qu'il y a des gens qui ont une propension au bonheur, il y a des gens qui ont une prédisposition génétique au bonheur. Ouais. Il y a dans les études, parce que j'ai étudié beaucoup là-dessus pour en écrire des livres, tu as 10% de ton bonheur qui dépend des aléas du quotidien, de tout ce qui peut t'arriver au cours d'une journée, mais c'est très, 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 très peu parce que c'est prouvé qu'à moyen ou à long terme, ton bonheur ne dépend pas des choses qui arrivent à tous les jours. Ils ont fait des études absolument intéressantes que je cite dans mes 2 livres, où ils ont fait des études auprès de gens qui sont devenus paraplégiques et de gens qui ont gagné à la loterie conjointement. Okay. Et après 2 ans, leur niveau de bonheur ou de malheur revenait exactement à la même place. L'être humain a une espèce de facilité à jouer avec les événements puis à revenir au même niveau de bonheur, l'adaptation hédonique qu'on appelle ou quelque chose comme ça. Le bonheur, bon, tu as 10% qui dépend des aléas du quotidien sur le très, très, très court terme. Ensuite, tu as un 50% qui dépend de ta génétique et des conditions socioculturelles. Donc, il y a une grande partie de génétique là-dedans. Et aussi, est-ce que tu viens au monde dans la pauvreté? Est-ce que tu viens au monde dans un pays en guerre? Est-ce que ta famille est aisée? Est-ce que tu as accès à l'éducation? Et il y a un 40% qui dépend que de toi. Donc, la partie qui dépend que de toi, puis ça, c'est des études qui ont été faites à Harvard, c'est des études très sérieuses. Donc, moi, je pense que je suis tombé dans la potion magique. J'ai eu une bonne famille, j'ai eu une famille aimante, une famille unie. J'ai une prédisposition, je pense, génétique à être même relativement heureux. Puis le 40% du bonheur qui compte, pour moi, j'ai une méthodologie, j'ai une méthode, j'ai une discipline. À tous les matins de ma vie, je me réveille puis je me dis aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. C'est systématique. Je refuse de me lever le matin si je n'ai pas un sourire dans le visage. Mon premier livre porte là-dessus. Ça s'appelle « Faire le choix du bonheur » et c'est tous les trucs, les exercices, les conseils, les choses, les méthodes que j'ai créées, apprises, expérimentées qui m'ont permis de vivre dans le bonheur à tous les jours. Donc, je pense que c'est une moitié que oui, on peut avoir le bonheur facile, mais je pense que presque l'autre moitié qui dépend uniquement de toi. Donc, c'est un heureux mélange entre les deux, je te dirais, parce que c'est pas tout d'avoir le bonheur facile. Je pense qu'il faut aussi travailler. Moi, je compare ça à la discipline ou à l'entraînement. Quelqu'un qui se lève un matin qui veut être en forme, il faut qu'il aille s'entraîner, puis c'est à tous les jours de sa vie, puis c'est toujours à refaire. Si tu t'entraînes pendant 3, 4 mois, 5 mois, puis qu'après t'arrêtes... Ça casse. Ça casse. L'alimentation, même affaire. Tout dans la vie, question de discipline, puis c'est toujours à recommencer. Fait que tu peux pas être heureux dans un bout, puis travailler sur ton bonheur, puis à un moment donné arrêter, puis penser que tu vas continuer à être heureux. Donc, c'est un travail vraiment de tous les jours. Tu disais, dans une de tes premières chansons, je l'ai jamais dit à personne, j'ai souvent menti à l'amour, j'ai pleuré la folie des hommes, j'ai été le contre et le pour. Et je me disais... T'as une bonne mémoire, quand même. À 48 ans, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'homme de 24 ans? Exemple de là, on va couper ça en deux. L'homme de 48 ans, à quel point il est différent de cette représentation-là que tu chantais il y a une quinzaine d'années? Très intéressant comme question. J'ai souvent menti à l'amour. C'est drôle parce que tu as amené cette phrase-là. Puis pour moi, le pouvoir des mots, l'importance de la parole, du verbe, revêt une importance absolument incroyable chez nous. T'sais. Puis dans les dernières années, puis quand j'ai rencontré ma conjointe, on s'est dit à un certain moment, je ne vais jamais te mentir sous aucune condition. On ne va jamais se mentir. T'sais. Puis pour nous, c'est tellement important de toujours dire la vérité. Puis tu as ramené une phrase qui dit « J'ai souvent menti à l'amour ». Puis quand j'avais 24 ans, et j'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'avais mon petit côté un peu plus frivole. J'étais peut-être pas un homme aussi sage. J'avais mes défauts. Je te dis pas qu'aujourd'hui, j'ai pas mes défauts, mais je pense que j'ai beaucoup évolué. Il y a des valeurs qui ont pris une place beaucoup plus importante dans ma vie. À l'époque, je pense que ce que j'avais au top de ma hiérarchie des valeurs, c'était le succès. C'était pas l'argent pour l'argent, mais c'est gagner beaucoup d'argent, avoir du succès, être populaire auprès des filles et pas nécessairement une seule. Ça, tu l'étais pas mal. Je l'étais, puis écoute, tu sais, c'était pas... Et tu l'as encore. Oui, puis j'avais une peur de l'engagement, j'avais pas envie, j'étais pas pressé de m'engager, j'en profitais. Est-ce que j'étais peut-être... Tu sais, quand je disais j'ai souvent menti à l'amour, bon, j'étais pas dans une relation tellement engagée. Tu sais, donc, avec le temps, j'ai découvert la valeur de choses beaucoup plus profondes. La valeur de l'engagement, la parole juste, la valeur de ne pas mentir, la valeur de s'engager avec une seule personne et de bâtir quelque chose. C'est plus difficile parfois parce que quand tu es célibataire, tu as juste toi à t'occuper. Et voilà. Tu rencontres quelqu'un, tu te vois juste ton beau jour, on se voit les fins de semaine, on se voit quand ça donne, je suis tout arrangé, tu es tout arrangé, on sent bon les deux, on est beau. Tu sais, il n'y a jamais de choses à régler. Il n'y a jamais d'haleine du matin. Là. Non, exactement. Puis si ça marche pas,
Bon, regarde, c'est pas Bye-bye. grave. Il y en a, regarde, tu vas sur les réseaux, puis tout ça, puis il y en a tellement d'autres, tu sais. Fait que j'ai découvert aussi que tout ce qui est le plus difficile, c'est ce dont tu es le plus fier. Tu sais, presque toutes les grandes religions et spiritualités vont dire que la vie est souffrance, mais la vie, tout ce que tu es le plus fier, c'est ce que tu as bûché. Tu sais, si je te demande de quoi tu es le plus fier, tu ne me diras pas quelque chose qui t'est arrivé du ciel. Si tu as gagné à la loterie, tu vas être content, mais vas-tu être fier d'avoir gagné? Non, parce que tu n'as pas travaillé pour. Fait qu'il y a eu beaucoup de grandes réalisations comme ça au niveau philosophique, au niveau existentiel. Je suis beaucoup dans ma tête. J'ai énormément de grandes réflexions que j'avais pas dans la vingtaine. Puis ça m'amène à... Ça a changé mon art, ça a changé ma façon d'écrire, ça a changé aussi ma mission de vie, ce que je veux faire avec mon écriture. Quand j'étais jeune, j'étais très égocentré au sens où je pense que j'avais pas l'envie de réussir pour les mêmes raisons. Au début, j'écrivais puis je voulais tellement faire ma place, être reconnu. C'était ça. Puis c'était ça qui prenait toute la place, puis je travaillais, mais maintenant on dirait que la famille, faire du bien, avoir une parole juste. À un certain moment, je me suis levé et j'ai dit, c'est quoi moi, à quoi je sers dans la vie? C'est quoi? Je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion-là. Tu sais, tu te lèves, tu te dis, pourquoi je suis là? À quoi je sers? Ça me prend une raison de me lever à tous les matins, puis encore plus quand la vie est difficile. Mettons, tu traverses une période difficile, puis ça ne te tente pas, bien pourquoi je me lève? Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais l'écrire. Puis ce qui m'est apparu a été, par la parole bienveillante, faire une différence positive dans la vie de tous les gens que je rencontre. Et ça dit tous les gens, puis c'est tout le monde, puis chaque être humain devant moi est important. Tu sais, comme j'arrive tantôt, on jase, je veux savoir t'es qui. Je veux savoir d'où tu viens. Chaque personne, je dis, hey, toi, ça fait-tu longtemps que t'es. Puis, tu sais, c'est pas par souci que quand je vais sortir d'ici, tu vas me dire, ah, mon Dieu, il était sympathique. Non, je m'intéresse à l'être humain. Tu sais, comme toi, là, on est dans un podcast où c'est moi l'artiste invité. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas me poser plus de questions que je t'en pose, mais dans la vie, je vais arriver, puis je veux savoir d'où tu viens. Tu me dis tout de suite, hey, moi, j'ai étudié, j'ai été animateur de radio à mon Dieu, dans le Nord, Natashquan. Oh, ouais, mon Dieu, qu'est-ce qui t'a amené là? Puis là, ça fait combien d'années que tu es ici? Moi, je trouve que la plus grande richesse de la vie, c'est les êtres humains. C'est ce qu'on vit là. Il y en a qui vont voir ça, mettons, comme de la promo. Hey, je viens faire de la promo aujourd'hui. Moi, je fais non, moi, je m'en viens avoir un contact avec un être humain. Puis si tu es une personne, à date, ça va bien, tu es très sympathique, puis tu es très gentil, puis tu sais, on a un beau contact humain. Puis quand je sors, au-delà d'être venu faire de la promo, hey, j'ai passé un beau moment avec un être humain, on a appris un sur l'autre, puis je ressors grandi de cette entrevue-là. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, OK, entre être joueur de hockey et chanteur, bon, on a vu Rock Voisine, c'est un bel exemple, mais il y a quand même une marge là, de dire, OK, je vais me consacrer à tout ça et perdre un peu cette discipline-là. Est-ce qu'il a fallu que tu te refasses une discipline autre que le hockey? C'est drôle que tu parles de ça parce que le livre que tu as juste à côté, il y a un chapitre complet sur la discipline. C'est un de mes préférés. Puis je pense que la discipline me vient du hockey. Aristote disait l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Notre identité, c'est ce qu'on fait tous les jours. Puis il y a quelque chose que je raconte dans le livre et aussi dans mes conférences. Le mot identité, c'est super intéressant, vient de deux termes latins. Essensitas, qui veut dire être, et identidem, qui veut dire plusieurs fois. Donc la personne que tu es, c'est la somme de tes habitudes, de tous les petits gestes, les petits efforts, les petites choses que tu fais à tous les jours dans ta vie. Puis je dis aux gens, vous ne pourrez jamais changer votre vie si je n'en veux pas ce que vous faites à tous les jours. On est la somme de nos habitudes. Et ça m'est venu du hockey. Et pour moi, la discipline, c'est sacré. À tous les matins de ma vie. Donc, dans tout ce que je fais, puis quand je suis arrivé dans la musique, je pense que c'est le hockey qui m'a donné cette force-là, qui m'a donné cette discipline-là. J'avais appris la discipline, j'avais appris c'était quoi. Donc, quand je suis arrivé dans la musique, pour moi, gagner ma vie à écrire des textes, à chanter, à faire des spectacles, il y en a qui trouvent ça difficile, mais moi, c'était un bonheur. Écoute, j'arrivais du hockey où je me battais, où je me faisais rentrer à grands coups de poing. On le voit, d'ailleurs. Écoute, ça a été tout un changement. Puis je te dirais, le moment où j'ai su que j'allais... Il y a un moment très clair où j'ai su que j'allais switcher puis j'allais devenir joueur de hockey. Puis je me suis donné une dernière année de hockey pour appeler toutes les bars et boîtes à chansons à Québec. Puis un an avant, je savais que j'arrêtais. Puis là, j'ai appelé toutes les petites boîtes à chansons, tout ça, parce qu'eux autres sont bookés quand même d'avance pour qu'ils me donnent des contrats. Puis j'ai dit, je vais aller mettre mes sous de côté, me faire ma dernière année. Puis la dernière match que j'ai joué dans les séries éliminatoires, je me souviens, là, j'étais dans la West Coast Hockey League, une ligue mineure. Puis je me suis assis, là, puis je savais que c'était mon dernier match parce que tu te dis, hey, c'est tellement d'efforts, tellement d'années. Moi, j'avais depuis l'âge de 5 ans, là, puis à partir de 15 ans, midget 3, tu joues tous les jours. Ah oui, puis c'est un entraînement là, constant. Oui, puis l'été, tu prends 2 semaines off et tu t'entraînes tout l'été. Quand tu arrives professionnel pendant 4 ans, c'est 4 matchs par semaine, puis tu as des entraînements les matins des matchs, puis des entraînements tous les jours. Tu as une journée de congé aux 10-14 jours. Fait que j'avais mis tellement de temps d'effort que moi, je voyais juste ça, je voyais pas autre chose. Fait que quand j'ai arrêté de jouer au hockey, c'était tout un pan, toute une partie de ma vie qui se terminait, puis
J'étais dans le vestiaire, j'ai enlevé mon camp, j'ai mis une serviette au-dessus de ma tête, puis je pense que j'ai pleuré pendant 1 heure. Je me disais, hey, c'est toute une partie de ma vie, tout mon rêve, mais j'ai tourné la page. Puis écoute, je suis allé vivre dans un 1,5 à Québec, je gagnais 115$ par soir. Je faisais pas une scène, mais j'étais heureux, j'étais bien, je fonçais vers mon rêve. Puis un jour, Star Academy est arrivé. Puis tu vois, 22 ans plus tard, j'ai 10 albums, 2 livres. Je suis aujourd'hui conférencier, je fais des shows en espagnol, j'ai chanté partout dans le monde latin. Fait que tu sais, la vie souvent t'amène là où tu penses pas que tu vas aller. Exactement. T'sais. Moi, l'échec du hockey, ce qui était la plus grande épreuve dans ma vie, est devenu la plus belle chose de ma vie. Ouais. La force, puis le début de la plus belle nouvelle aventure de ma vie. S'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, je ne sais pas, qui vivent des moments difficiles ou que leur carrière s'en va nulle part, attends un petit peu, c'est peut-être la meilleure chose qui ne peut pas t'arriver parce que c'est quelque chose de 100 fois plus grand qui t'attend ailleurs. Fais confiance à la vie, continue à croire en toi, puis tu ne sais pas où la vie va t'amener. C'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on le sait. Ben, quand le téléphone sonne, on regarde qui appelle, puis on fait comme « Oh, ma vie vient de changer ». Toi, j'imagine que ça a été... Ben, à Star Academy, j'imagine... En tout cas, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait à cette époque-là. Mais on sait que sa vie va changer. Mais on sait que sa vie va changer. Quand ils t'ont dit « OK, tu fais partie de Star Academy », est-ce que tu as eu ce feeling de « on se jette dans le vide ». Star Academy est arrivé... tu disais, je le savais. Moi, je le savais tellement. Écoute ce que je vais te raconter comme anecdote. Là. Moi, j'avais vu la première année. Puis quand je suis parti à mon audition l'année que j'ai auditionné, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai dit, regarde-moi aller. J'ai dit, je te le dis, là, regarde-moi comme je te le dis, là, ils me prennent cette année. Je suis là. Parce que je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils prennent. Je sais quoi faire en audition. Je sais quoi chanter. Je sais quoi dire. Puis je te le dis, ils vont me prendre, c'est mon année. Ma mère, ben oui, mon homme, il est bonne chance. Puis vas-y, puis let's go. Puis je suis revenu de mon audition et je le savais. Tellement que quand je suis arrivé au premier gala, on était 10 gars, 10 filles, puis le soir même, ils en choisissaient 7 et 7. Il y en a 3 qui étaient en danger, moi, j'étais pas en danger le premier soir. Puis c'est Julie Schneider qui nommait, puis curieusement, il commençait avec les gars. Puis il nommait un à un les 5 premiers qui rentraient, les 6 premiers qui rentraient, puis il y en avait un autre qui rentrait là, par choix du public dans les 3 autres. Et c'est un hasard, ça n'avait pas d'importance l'ordre dans lequel on était nommé, mais le premier qu'ils ont nommé, de la première soirée de Star Academy chez les gars, puis on a nommé les gars en premier, c'était moi. J'étais le premier qui a été nommé. Et moi, je suis là, je suis en ligne avec tout le monde. Bon, on va commencer par les gars, Julie Schneider, on va nommer le premier académicien qui va faire son entrée à l'académie, on est comme ça, puis là, ils disent Étienne Drapeau. Et j'étais tellement sûr et certain que j'y allais que j'ai été obligé de faire semblant d'être surpris. OK. Si, mettons, je sais pas si comme genre, ah, ben ouais, OK, c'est beau. Tu sais, comme les autres... Je le savais. Ah, tu sais, les autres faisaient comme puis ils se mettent à pleurer ou ils capotaient. Puis moi, en dedans de moi, quand elle l'a dit, il y a eu une fraction de seconde, j'ai été obligé de faire oh, OK, il faudrait quand même que tu aies l'air d'être surpris, là. Sinon, tu vas avoir l'air de quoi d'un prétentieux. Fait que là, j'ai fait tu sais, je me rappelle avoir fait oh mon Dieu, mais je le savais. Beau travail d'acteur. Ben, c'est ça, mais je le savais fondamentalement à l'intérieur de moi. Puis moi, j'ai toujours dit que la confiance en soi, c'est pas de la prétention. Il y a une immense différence entre la prétention. Moi, je suis quelqu'un de humble, je suis quelqu'un de je pense, d'attentionné, d'ouvert, à l'écoute des autres. J'aime tout le monde. Je considère chaque personne que j'ai devant moi. La dame qui va venir faire le ménage de ma chambre d'hôtel, je vais la considérer avec le même intérêt, la même dignité, le même respect que si tu me présentes un Elon Musk ou un multimillionnaire ou Jeff Bezos ou quelqu'un d'une grosse compagnie de 10 internationale qui peut m'apporter quelque chose. Puis je te parlerai pas, même si tu es millionnaire, puis si tu es un trou de cul, puis si tu es méchant puis tu traites les autres. J'ai déjà arrêté des relations de travail avec des gens qui m'avaient amené et qui auraient pu m'amener encore plus loin parce que je partageais pas leurs valeurs. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Donc, oui, c'est ça. La ligne entre la prétention puis la confiance en soi est très mince. D'ailleurs, Denise Filiatro, qui était la directrice à l'académie, première chose qu'elle me dit. Puis moi, j'étais pas plus... Aujourd'hui, les gens me connaissent mieux après 22 ans, puis je pense qu'ils savent l'être humain que je suis. Mais à l'époque, j'étais le joueur de hockey. Écoute, j'étais en shape. Le beau bonhomme! Je portais beaucoup de chandails, pas de manches, des camisoles. À l'époque, j'étais jeune. Puis ça fitait avec moi, mais j'étais la même personne, sauf que j'avais une confiance en moi. Puis le premier débriefing qui appelait première chose, j'ai chanté 3 bouts de phrases dans 3-4 tonnes dans des medleys dans le premier. Tu sais, j'ai rien dit, j'ai pas fait une entrevue, j'ai pas parlé à personne, j'ai été super fin avec tout le monde. Et Denise Filiatro, elle arrive dans le débriefing, elle rencontre tout le monde devant les caméras, puis elle dit toi, là, le grand, là, tu sais, elle dit toi, t'as été joueur de hockey, toi, t'as joué, t'as été repêché en national, il paraît, t'as vécu bien des belles affaires, toi, hein, t'as connu, tu sais.
Bon, je dis oui, Madame Filiatro, absolument, tu sais, puis oui, puis tu sais, je suis ici. Intimidé pratiquement. Ben, tu sais, t'es un petit cul dans les Filiatro. Ben, en tout cas, fais bien attention, parce qu'elle dit, il faudrait pas que tu deviennes fendant. Fait que là, moi, là, écoute, j'ai une douche froide, je fais, ben là, je suis venu mal, là. Et dans son parler, Denise Filiatro, ça n'a pas dû être « Attention, pas être fendant », là. C'était filmé, puis ça a été télévisé. Fait que qu'est-ce que ça... Moi, j'y viens tout mal, puis je fais, ben là, moi, j'y réponds, Madame Filiatro, mon Dieu, tu sais, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose, quoi que ce soit, qui vous aurait amené à penser que je pouvais peut-être me prendre pour un autre? Non, pas du tout. Je fais juste te le dire, c'est un conseil. Sauf qu'eux, ils mettent pas ça à la télévision. Non. Ils mettent, faudrait pas que tu deviennes fendant. Et là, tu sais, c'est comme, ça l'a envoyé, ça l'a renforcé l'idée là, du joueur de hockey, puis fendant, puis sûr de lui, que ça m'a pris quand même un certain moment, je te dirais, à me détacher. Puis encore aujourd'hui, après 22 ans de carrière, avec les livres que j'ai écrits, puis même les conférences, j'ai donné dans les 5 dernières années, des centaines de conférences partout à travers le Québec. Puis j'ai encore beaucoup de commentaires de gens qui font « Hey, on pensait pas que tu étais comme ça. On pensait pas que tu avais ce discours-là ou que tu avais cette profondeur-là. » Fait que je me fais... Puis dans le même ordre d'idée, je te dirais qu'en spectacle, puis aujourd'hui, on le voit parce qu'on vend nos billets via Internet, fait qu'on voit les acheteurs. J'ai encore souvent dans mes salles de spectacle 70-80% de nouveaux mondes. Des fois, j'aime ça, je vais dire, ben mais-en, je dis, hey, levez la main ceux qui me voient en spectacle pour la première fois dans une salle pleine. J'ai 3/4 de la salle qui lève la main, je fais, ben voyons donc. Tu sais, moi, je pense que c'est le même monde qui m'aime et qui reviennent. Puis après 22 ans, il y a encore des gens qui me découvrent, il y a encore des gens qui viennent et qui disent, mon Dieu, c'est la première fois, James, ça ne sera pas la dernière. Fait que ça, c'est le fun parce que dans ce métier-là, c'est facile d'arriver et d'avoir un hit ou un album qui marche, mais de durer, de continuer à gagner du public, c'est la chose la plus dure. C'est difficile, je pense. Ton enfant, bon, il a 5 mois aujourd'hui, jour pour jour, c'est quand même tôt, mais est-ce que tu vois qu'il y a cet attrait-là pour la musique? Il y a une réaction par rapport à la musique? Est-ce qu'il a, c'est une très bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose, est-ce qu'il a cet attrait-là, cette réaction? Moi, j'ai chanté pour lui tous les soirs quand il était dans le ventre de sa mère. On m'avait dit que si le papa il chante pour lui, il entend ta voix, puis en plus moi je chante, que surtout ça allait aider quand il allait venir au monde. Puis à créer un lien. Oui, créer un lien et aussi de le calmer avec si on lui chantait toujours la même chanson. Ah, OK. Et puis moi, je lui chantais une berceuse, curieusement, que j'avais composée sur mon 4e album qui s'appelle Dors mon enfant dort, qui est comme une histoire d'un père qui chante ou raconte une petite berceuse à son enfant pour lui dire, écoute, la vie est difficile, les premières années de ta vie, je te dirai pas toute la vérité, je vais peut-être te cacher des choses, mais c'est pour te protéger. Tu n'as pas besoin de savoir à quel point le monde est dur, à quel point le monde est dur. Aussi longtemps qu'on peut, on va te cacher ça. Mais je m'excuse d'avance de te faire croire que le monde est un conte de fées, mais tu vas voir qu'il y a la famine, il y a la guerre, il y a des enfants de ton âge qui se battent à la guerre. T'sais. Fait que je lui chantais ça dans le ventre de sa maman, puis ça marche, là, je le dis au nouveau papa, là, quand le bébé arrive et qu'il est énervé, si tu lui chantes la chanson que tu lui as chantée tous les soirs dans le ventre de sa mère, il s'est calmé. Il se calmait instantanément quand je lui rechantais cette berceuse-là. J'ai joué beaucoup de musique aussi. Ma conjointe m'écoutait souvent le soir. Quand il était petit, je le mettais sur le piano. Quand il tenait encore bien tranquille dans son Moïse, puis il dormait encore, fait que je le mettais sur le piano dans le Moïse, puis il s'endormait. C'est dur à dire à cet âge-là. Oui, c'est très, très tôt. Est-ce qu'il y a une propension pour la musique? C'est un petit bébé qui est super allumé. Il n'arrête pas de parler. Je pense qu'il est comme son père. Il a la parole, le verbe facile. Il parle. Évidemment, il ne parle pas encore avec des vrais mots. Gazouille, oui. Je ne sais pas si c'est tous les bébés, mais il me semble qu'il finit plus de gazouiller puis de parler. Fait que on va voir. D'ailleurs, tu me dis ça, puis ça me pousse à aller me renseigner, à savoir est-ce que c'est trop tôt, 5 ans. Est-ce que tu as des enfants, toi? Non. Non, pas d'enfants. Je me disais, est-ce que c'est 5 mois, c'est le temps de commencer à lui jouer, à l'amener au piano, à lui donner une guitare? Je vais me renseigner là-dessus. Oui, parce que c'est tout un défi qui s'en vient. Et puis, on parlait du jeune homme à l'époque. Est-ce qu'à l'époque, plus jeune, tu sens que tu aurais été prêt à accueillir ça dans ta vie? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je les ai eus un petit peu sur le tard. J'ai eu mon premier à 47, ce qui est quand même pas jeune. Puis toute ma vie, je m'étais dit, moi, je vais attendre la quarantaine avant de faire des enfants. J'avais 20 ans, puis je disais ça. Ouais. Donc, en anglais, on dit « Be careful what you wish for because you just might get it ». Fais attention à ce que tu désires, ce que tu dis, parce que tu vas l'avoir. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé. Avec le recul, je réalise aussi avec le temps que
peut-être que j'ai consacré, je dirais pas trop de temps à ma carrière parce que je suis tellement un passionné, j'aime tellement ce que je fais. On le sent dans ta voix, là. Ouais, on le sent. Mais je pense que j'aurais peut-être dû mettre l'emphase plus rapidement sur le fait de mettre l'importance sur quelqu'un avec qui faire ta vie. Peut-être que le meilleur équilibre entre ma carrière puis peut-être bâtir une vie familiale, peut-être avoir eu mon enfant un peu plus tôt, mais on peut pas vivre avec des regrets ou dans le passé. Oui. C'est arrivé comme ça. Puis tu me demandes est-ce que j'aurais été aussi bon. Mais je pense que c'est arrivé comme ça parce que j'étais sur mon X puis je suis rendu la personne que je suis. À 24 ans, à 26 ans, à 28 ans, j'étais frivole, tu sais, j'étais pas aussi mature. J'étais quelqu'un de sérieux dans la vie, mais la carrière prenait toute la place. J'ai eu mes belles années comme tout le monde où on sortait dans les bars. Puis, Oui. on est sur la route, puis on fait des spectacles, puis on est à Rimouski, puis on est à telle place, puis à tous les soirs, on va prendre un verre là, puis là, puis là. Puis, j'ai eu ces années-là que je regrette pas aujourd'hui, mais ça aurait pas. Puis j'entends beaucoup de chanteurs regretter cette époque-là, puis d'avoir eu des enfants à cette époque-là. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu leur enfant, ils s'en sont pas occupés, ils étaient pas assez matures, et ça, il y en a des tonnes. Fait que s'il y a ça, peut-être je les aurais eu plus tard, mais au moins je serais là, j'aurais été présent, je vais être présent, je travaille à la maison, je suis pas millionnaire, mais j'ai une sécurité financière, il faut le dire vite, là. Une petite sécurité financière qui me permet d'être à la maison. Ma conjointe était mon assistante gérante maintenant depuis 2 ans et demi, donc on était ensemble, puis tu vois, comme là, on s'en vient faire des entrevues, faire de la promo dans le coin ici, on part, on va au c'est ça, tu disais, le bébé est dans la voiture. On a une belle qualité de vie, c'est pas l'argent qui nous rend riches, parce qu'on n'est pas riche, mais on est riche de par notre union, de par notre famille, de par notre petit bonheur qu'on s'est créé. Puis là, tu vois, on se prend hier une chambre d'hôtel au Holiday Inn avec une piscine. Fait qu'on vient, on soupe, on va à l'hôtel, on se promène. Les petits plaisirs de la vie. Oui, c'est tout simple. Aller chercher le bonheur partout. Le bonheur, il est partout. Il est dans le quotidien, il est dans chaque moment de la vie. Tu sais, moi, tous les matins de ma vie, quand je me réveille, puis je regarde ma femme, je regarde mon enfant, puis que je vois mon enfant sourire, pour moi, ça, c'est le bonheur. À tous les jours de la vie, je vois le bonheur dans les yeux de mon enfant. À tous les jours de ma vie, quand je regarde ma femme, je vois le bonheur. Tu sais, le bonheur, on le cherche souvent dans les grandes choses, puis on oublie qu'il est dans les choses tout petites près de nous. Oui, absolument. Eh bien, le bonheur, je pense que tes admirateurs et les nouveaux aussi vont le découvrir. 414 Rupert Grenier, ton nouvel album, 10e en carrière, déjà 22 ans. Merci beaucoup, Étienne Drapeau. C'est vraiment une très belle découverte et une belle rencontre humaine qu'on a vécue. C'est un plaisir partagé. Merci pour la belle entrevue parce qu'on voit que tu connais tes sujets, tu viens préparer, ça a été très agréable. Puis je dis aux gens s'ils veulent en savoir un petit peu plus, soit se procurer l'album autographié, les livres, savoir les dates de tournée, c'est au etiennedrapeau.ca qui peuvent tous trouver ça. Parfait, on va le mettre en sous-titre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 47 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le chanteur Étienne Drapeau, qui lance ces jours-ci 414 Rupert Grenier, son tout dernier album. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.